Réveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le premier point de vigilance, d'abord, c'est ne pas se laisser berner par des questions calendaires en se disant demain ça ira mieux qu'aujourd'hui. On a toujours dit notre civilisation, il faut attendre qu'elle rentre dans le mur pour penser le changement. À un moment, il faut quand même regarder le mur qui approche et vouloir évoluer. Donc le premier point de vigilance, c'est se dire que c'est maintenant qu'il faut faire évoluer. Je pense que les évolutions sociétales dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le point d'accroche de la transformation du secteur. Voilà. Et je pense que la désaffection d'un certain nombre d'entreprises et d'emplois démontre qu'il y a l'attente et le besoin d'un nouveau discours, d'une nouvelle offre, de nouveaux services et de nouvelles valeurs. Si on ne le comprend pas collectivement, ben forcément ça ira moins bien, et inscrit dans la durée. On verra si à moyen terme c'est le cas. Mais je pense que c'est le premier point de vigilance. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est accompagner cette transformation des organisations qui doit forcément, non pas se calquer, mais accompagner également la transformation sociétale. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Brice, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Expérientiel. Eh ben, bonjour François, et plaisir et de te rejoindre, et merci de l'invitation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Eh bien, écoute, je m'appelle Brice Duthion, donc malheureusement pour moi, j'ai déjà une petite expérience puisque j'ai 50 ans, donc j'ai déjà quelques expériences dans ma vie, mais je ne vais pas tout te raconter, sinon je lasserai nos auditeurs assez rapidement. Grosso modo, j'ai eu 3 parties professionnelles dans ma vie. Une première partie où j'étais militant écolo, j'ai travaillé au cabinet d'un ancien ministre, j'ai fait plein de choses, je dirigeais des réhabilitations de rivières dans ma région natale, la Bourgogne. En gros, ça, c'était entre, on va dire, 20 et 25 ans à peu près. Ensuite, j'ai fait une deuxième carrière d'une petite dizaine d'années où j'ai été à la fois journaliste, j'ai dirigé une troupe de théâtre, j'ai fait plein de choses. Donc ça, c'était entre 25 et 35 ans. Et puis en parallèle, c'était ma troisième vie. J'ai été enseignant dans le supérieur où j'étais prof au Conservatoire des Arts et Métiers où j'ai créé notamment la partie tourisme que j'ai dirigée pendant une petite vingtaine d'années. Et puis, j'étais aussi prof à Sciences Po à Paris pendant quelques années. Donc ça a duré en tout. J'ai été prof pendant 23 ans. Voilà. Et donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas, m'ont rencontré, ont subi mes blagues et mes avanies pendant cette période-là. Depuis maintenant 1 an et demi, je dirige la filière tourisme au campus sud des métiers à Nice, qui est un projet de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Et donc, j'y développe un certain nombre de programmes. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, parce que sinon, ce serait long. En parlant des programmes, tu m'avais dit que ce campus, il avait plusieurs axes.
Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors peut-être le campus, c'est un très beau projet. Moi, si tu veux, j'étais prof dans de très belles institutions qui étaient séculaires. Et quand j'étais prof au CNAM, quand j'avais un invité de marque et quand il donnait une conférence dans l'amphithéâtre d'honneur, quand on tapait sur les sièges, il y avait 2 siècles de poussière qui nous contemplaient. Et quand on m'a parlé du projet à Nice, j'ai été enthousiasmé parce que la poussière, c'est celle du chantier, mais après, c'est quand même un équipement formidable. Tu vois derrière moi, avec du verre, du béton. Faut quand même aimer le béton. C'est 25 000 mètres carrés, 80 millions d'investissements, un financement à la fois sur fonds propres de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, un tiers aussi par le PIA, plan d'investissement à venir, et puis un tiers par les collectivités. Et l'idée étant de créer un campus de référence sur la Côte d'Azur et dans toute la région sud, avec un rayonnement international sur la Méditerranée et la francophonie, autour d'un certain nombre de filières de formation et de métiers. Et donc, moi, on est venu me chercher pour structurer la filière tourisme. En 2 mots juste rapides, cher François, parce que tu sais que j'ai la langue bien pendue et sinon ça risque de durer un tout petit peu. Notre filière tourisme, en gros, va avoir plusieurs axes et à la rentrée en septembre 2022, on sera en format définitif. Le premier axe, ce sera la création, en gros, d'une école du management touristique, puisque tu sais que grosso modo, 80% des emplois du secteur touristique sont à niveau bac+2, bac+3. Donc, on va vraiment miser sur la professionnalisation des acteurs en lien avec les entreprises du territoire sur du niveau intermédiaire, bac+2, bac+3, essentiellement des bachelors, soit créés en interne ici au campus, soit en partenariat avec des écoles et des milieux professionnels, ce qui va être le cas, par exemple, avec l'ESCAET, une école d'Aix-en-Provence. Et puis, de l'autre, on va créer une plateforme d'innovation qui n'a pas vocation à être un incubateur, mais un forum de l'innovation touristique sur la Côte d'Azur autour de 4 piliers. Le premier pilier portera sur l'accompagnement aux porteurs de projets, des porteurs individuels, des entreprises ou des territoires, donc avec tout un processus de mentorat, de tutorat, de petits séminaires de formation, etc., aussi d'espaces dédiés. Le deuxième pilier sera la transformation des organisations, et je pense qu'on va y revenir puisque dans les développements liés à la transformation des organisations, on a identifié à la fois des carences et des failles, si j'ose dire, béantes en termes de stratégie, de vision et de management des entreprises. Donc ça, on va créer pas mal de programmes autour de ça, y compris d'ailleurs une école des dirigeants du tourisme qu'on souhaite créer avec une école canadienne. Ensuite, l'accompagnement à la transformation en termes de ressources humaines et de recrutement, et on va peut-être en reparler aussi, puisque tu le vois bien depuis un certain nombre de mois, c'est ce qu'on lit dans la presse, et c'est vraiment la réalité des entreprises, notamment ici sur la Côte d'Azur, je pense aux hôteliers, mais pas que, sur comment rendre les métiers attractifs et comment faire revenir la force de travail vive, c'est-à-dire les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs sur ces métiers-là. Et puis, dernière clé de la transformation, c'est bien sûr la transformation RSE, et on va notamment beaucoup travailler sur la question de l'environnement et de la durabilité. Le troisième pilier, ce sera l'expérimentation, c'est-à-dire mettre en œuvre les expérimentations des innovations qu'on peut trouver en France ou à l'international. Et la Côte d'Azur est un formidable territoire à ce titre-là, entre le littoral et la montagne, le moyen et le haut pays. C'est plein de paysages, plein de territoires complètement différents, avec la capacité à vraiment créer un écosystème et mettre en œuvre tout ce qu'on est capable de trouver comme innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur touristique. On va pouvoir parler de mobilité, on va pouvoir parler d'hébergement, on va pouvoir parler de culture, on va pouvoir parler de loisirs, de territoire, bref, un terrain formidable, bien entendu. Et puis le dernier pilier, ce sera la question de la diffusion de l'information avec la création d'un réseau francophone au départ sur l'évolution des métiers, des compétences professionnelles, et on souhaite et on a commencé à initier des partenariats au Canada, dans d'autres pays francophones. Je pense beaucoup aussi ici, bien sûr, on a la Méditerranée, à l'autre rive de la Méditerranée avec notamment les pays africains. Et donc l'idée étant vraiment d'avoir ce rôle à la fois d'initiateur, de réflexion, mais aussi de participation au débat. Et je pense qu'il y a
une place vraiment sur le sujet à occuper pour que la question centrale du tourisme, des métiers, des compétences soit au cœur je vais utiliser un mot un peu grandiloquent, au cœur de la vie de la société et de la chose publique, la fameuse res publica. Alors, ce qui est intéressant quand je t'écoute, j'ai l'impression que l'intention de ce campus, c'est vraiment à travers le tourisme, de sortir un peu des sentiers battus, de travailler en coopération avec des personnes extérieures. Tu as parlé d'Escaed, mais tu as parlé aussi, je crois, une école au Canada, etc. De vraiment d'enrichir un peu tout ce savoir et puis d'aller plus en profondeur en disant, bah voilà, il y a une réflexion sur les enjeux actuels, mais c'est bien gentil, mais maintenant, avec la pendule qui tourne, on doit passer à l'acte. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment vous allez pouvoir organiser ça, parce que c'est une sacrée transformation déjà au point de vue éducatif, non? Écoute, moi je suis un vieux de la vieille, si j'ose dire, dans le monde de la formation et de l'enseignement. Et pour ne rien cacher aux personnes qui regarderont ce podcast, moi j'ai fait 23 ans dans des établissements d'enseignement supérieur public. Et sincèrement, j'en avais vraiment fait le tour. Et je suis venu ici parce que j'ai trouvé que le modèle qu'on me proposait d'inventer correspondait à mes aspirations. C'est-à-dire être en phase avec un territoire, être en phase avec les entreprises, et Dieu sait qu'être en phase, c'est compliqué, parce que chaque entreprise a des aspirations, des objectifs différents, et puis surtout répondre à ces tendances structurelles du marché. C'est-à-dire ne plus dépendre d'homologation de diplômes, d'enjeux qui sont finalement liés au microcosme de l'enseignement supérieur, aux intérêts des établissements, aux intérêts des égos des enseignants. Moi qui m'intéresse finalement assez peu. Je crois qu'il faut être capable de se projeter, inventer un nouveau modèle, casser le modèle ancien, parce que je pense qu'il a trouvé très rapidement ses limites. Le modèle de l'enseignement supérieur, j'ai été très critique, j'ai publié beaucoup de papiers sur le sujet. Je me suis fâché d'ailleurs avec beaucoup de monde dans le secteur. C'est pas une décoration ou des lettres de noblesse, mais c'est une réalité. Je suis resté ami avec beaucoup d'entre eux aussi, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est imaginer un nouveau modèle, fondé à la fois sur les besoins des entreprises, l'expression de ces besoins, et puis des dispositifs de formation qui sortent complètement de l'ordinaire, à la fois tant sur le format, c'est-à-dire des formats très courts, que sur la qualité de l'enseignement, avec beaucoup de mise en situation, beaucoup de travail en atelier, beaucoup de réflexion collective, ce qu'on appelle en gros la pédagogie active. Moi, je suis un fervent partisan de cela. Je crois que les cours descendants du prof dit le sachant et de l'autre part les élèves dit les apprenants, je n'y crois plus depuis très longtemps. Et je pense que là, c'est vraiment aussi l'idée de la transmission, du partage de l'information. Et puis dans le fond, c'est l'utilité de la formation, c'est-à-dire n'accueillir ici que des personnes dont on pense qu'elles ont des savoir-être, qu'elles ont des capacités professionnelles élevées et qu'elles pourront développer une forte employabilité, c'est-à-dire qu'elles seront totalement en phase avec les besoins exprimés par les entreprises. Et par exemple, on a créé une formation l'année dernière avec tout un processus totalement innovant, à la fois d'assessment center, c'est-à-dire de préqualification des candidats en lien avec les entreprises, de profilage, de passage de tests, de niveau de langue, de niveau de savoir-être, et puis ensuite, on a essayé de faire matcher les entreprises et les candidats. Je pense que c'est aussi une originalité dans le processus. Et puis dernier petit point, notre originalité aussi, c'est être à l'écoute vraiment au quotidien des entreprises et des territoires, et être capable de se dire on va créer sur mesure des dispositifs. Ça peut être de la formation, c'est aussi, on a lancé par exemple une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, c'est-à-dire une anticipation, une vision prospective des métiers sur un territoire, et puis en lien, c'est-à-dire imaginer aussi les systèmes formatifs qui vont bien en partenariat avec toutes les organisations, quand je dis organisation, entreprises et territoires, mais également, par exemple, Pôle emploi, parce qu'on va peut-être en reparler. Je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a à réfléchir sur la transformation des ressources humaines et du recrutement au sein des entreprises, et aussi les organismes collecteurs, les opérateurs de compétences qui sont aujourd'hui, et comme beaucoup, un peu prisonniers de leurs réflexes séculaires, en tout cas leurs réflexes décennaux,
en tout cas leur histoire. Et je pense aujourd'hui qu'il faut vraiment réfléchir à comment on peut travailler collectivement ensemble. Elle est très intéressante, cette fin de phrase que tu. Comment travailler collectivement ensemble? Parce que, et c'est une question que je te pose dans le sens où tu parles de former des jeunes qui vont arriver sur un marché avec de nouvelles idées, un enthousiasme, etc. Et en face, il va y avoir des entreprises dont certaines font partie quand même de l'ancien monde, entre guillemets, ou du monde en transformation. Comment tu vas pouvoir mettre tout ça en musique? Parce que autant il y a ces jeunes qui ont ces idées, et j'ai la chance d'enseigner de temps en temps à SKF, et je repars à la maison toujours avec la banane, parce que je me dis vraiment, ces jeunes, ils sont stimulants, ils sont enthousiastes, il y a plein de choses derrière. Et puis d'un autre côté, il y a le restaurateur, l'hôtelier, l'hébergeur ou quoi que ce soit traditionnel qui, lui, est toujours dans sa zone de confort. Comment l'aider justement à sortir de cette zone de confort et puis à faire évoluer son modèle par rapport aux enjeux actuels? Bah, écoute, plusieurs points à ma réponse. D'abord, heureusement que le temps de la jeunesse est un temps de l'enthousiasme et du projet. Moi, je trouve ça formidable. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent que avant c'était mieux. Malgré mon âge avancé et mes poils blancs au menton, mais tu sais, je me suis rasé pour que ça n'apparaisse pas trop aujourd'hui. Oui, je ne te dirai pas mon âge. mais je suis convaincu que les évolutions sociétales sont hyper passionnantes à vivre. C'est-à-dire que ça permet de se remettre en cause. Et je pense que les Français, on constitue un peuple extrêmement conservateur. On coupe la tête du roi de façon rare, hein, parce que c'est finalement arrivé une fois dans notre histoire. Mais on coupe la tête au roi pour réinstaurer un empire et ensuite une monarchie. Et ensuite on crée une république qui, à certains égards, ressemble sacrément à une monarchie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas révolutionnaire dans l'âme. Donc on est un peuple extrêmement conservateur. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu... alors on a dit le numérique c'est une révolution comme Gutenberg l'imprimerie. Ben je pense que ce qu'on vit aujourd'hui c'est une sacrée révolution comme on a connu avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que on est dans une évolution sociétale sur laquelle on ne pourra pas revenir. Et je pense que là aujourd'hui les jeunes générations, et puis après on reviendra sur, il y a des moins jeunes aussi qui sont formidables. Et je nous y intègre tous les deux dedans, hein, parce que sinon, tout à fait, tout à fait. Il faudrait plus se lever le matin. Mais je pense que ce souffle nouveau d'une certaine forme d'indépendance, de non-volonté à l'asservissement des entreprises, est un modèle qui finalement a aliéné une grande part en tout cas de la force de travail de leurs parents, de notre génération. Ben, je pense que c'est vachement intéressant de vivre ça. Donc ça veut dire que il faut toujours, avant de critiquer, il faut comprendre, il faut raisonner. Moi, c'est ma façon d'aborder les sujets. Les jeunes n'ont pas toujours raison, hein, il faut quand même le dire aussi. C'est en envoyant un SMS à 3 heures du matin en disant à son patron, en gros, tu m'emmerdes, donc je viendrai pas demain à 6 heures et tu cherches quelqu'un d'autre. Sincèrement, là, je pense qu'il y a aussi un peu de savoir-être à développer. Mais en gros, cette évolution sociétale, je la trouve hyper intéressante, y compris d'ailleurs en termes, bien sûr, de revendications égalitaires, mais aussi en revendications environnementales et durables. Et je pense que là, il y a un autre pan de la société et de nouvelles responsabilités qui nous incombent collectivement. Mais en même temps, les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées à cette évolution sociétale et doivent se dire, ce qu'on a pratiqué jusqu'à maintenant, on pourra plus le faire. Et donc, ça veut dire que même si certains ont ça à l'esprit, des patrons, des DRH et autres, je pense que c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Il faut que ça vienne de l'extérieur pour que ça s'impose à l'intérieur des organisations. Et donc, c'est les accompagner collectivement dans cette réflexion et dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle stratégie de ressources humaines, parce qu'on dit le tourisme, c'est de l'humain. C'est le titre de ma chronique sur Tourmag et j'en suis très fier, mais c'est de l'humain. Pendant longtemps, on a pensé que l'humain, c'était les clients. Ben non. Aujourd'hui, on se rend compte que l'humain dans le tourisme, c'est d'abord les salariés des organisations. Et finalement, les salariés ont été les grands oubliés. Les salariés, c'était un peu la paupérisation de l'écosystème. D'ailleurs, il va falloir
au contraire repenser la place du salarié dans ces systèmes-là. Donc, arrêter, par exemple, quelque chose moi qui me choque depuis des années, c'est l'utilisation d'apprentis par les entreprises comme étant des supplétifs à des contrats de travail. On les utilise pendant 2 ans et au terme de leur formation, on les fout à la porte, ce qui est l'antithèse de l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler là-dessus, convaincre, et donc ça va prendre du temps, convaincre les organisations de revoir complètement leur stratégie de recrutement et de ressources humaines. Donc ça passe à la fois par un meilleur système de formation, beaucoup plus complémentaire. Donc il ne faut pas que les établissements soient des supplétifs aux entreprises et inversement. Il ne faut pas que les entreprises soient des pis-aller aux établissements, mais il faut qu'il y ait vraiment une construction d'ingénierie conjointe. Donc ça, je pense que c'est un enjeu clairement posé aux destinations et aux collectivités territoriales. Je crois beaucoup à la place de la région sur cette question-là. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi penser collectivement, et je pense que ça va faire partie, je suis un peu attristé par la médiocrité du débat des présidentielles actuelles, mais aux nouvelles compétences territoriales, les régions devraient avoir la main sur le système de formation. Je crois que c'est aujourd'hui un élément clé, c'est-à-dire une adéquation entre les besoins des territoires et le flot et le flux de diplômés, c'est-à-dire vraiment avoir ce lien entre le besoin en emploi et puis le système de formation qui y répond. Et puis, donc ça veut dire que les entreprises doivent repenser, dire que les jeunes, bien sûr, ont des évolutions incontestables, que les métiers évoluent, qu'il y a des sacrifices à faire de la part des entreprises en termes de salaire, et on le voit, en termes de rythme de travail, en termes d'acceptation d'équilibre de la vie professionnelle et vie personnelle, ce qui aujourd'hui est central, je pense, dans l'attractivité des métiers. Et puis, dernier point, je pense aussi qu'il faut considérer que les profils de poste exigés depuis longtemps, avec à la fois de l'expérience professionnelle, mais pas trop pour ne pas payer trop de salaire, etc., il va falloir revenir complètement là-dessus. Il va y avoir des nouveaux candidats formidables. Les candidats, je pense notamment, par exemple, à des gens qui sont inscrits à Pôle emploi. C'est quand même un paradoxe en France qu'il y ait 200 000 emplois libres non utilisés et non pourvus dans le secteur du tourisme et 3 millions de chômeurs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens sans doute excellents inscrits à Pôle emploi. Il va falloir revisiter ça, que les quinquagénaires ne sont pas morts. La preuve en est, François, tu es le meilleur exemple avec ton aventure entrepreneuriale. Moi, j'ai franchi la barre aussi symbolique du quinquagénaire fringant, mais on a plein de potentiel devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a des quinquas qui sont formidables, qui aimeraient se réorienter dans le secteur du tourisme. Donc, il va falloir revoir ça. Et puis, dernier point, peut-être aussi faire comme dans certains pays, je pense au Canada, ouvrir les vannes, et ça va plaire beaucoup à Éric Zemmour, qui n'est pas mon meilleur ami, ouvrir les vannes à l'immigration en disant, on a de l'immigration choisie, inviter des jeunes francophiles ou francophones à venir pratiquer leur première expérience professionnelle sur le territoire. Le Québec va ouvrir, par exemple, 40 000 postes à des jeunes migrants, immigrants, qui vont être amenés à venir en 2022 sur le territoire pour travailler dans le secteur du tourisme. Tout ça, c'est une sacrée révolution en matière RH, donc il va falloir accompagner les entreprises. Et je pense que l'accompagnement, tu vois, c'est la force du collectif. Donc, c'est-à-dire faire intervenir plein de compétences différentes et puis surtout accompagner les entreprises, les obliger à se regarder objectivement, parce que beaucoup fuient la réalité sous prétexte de la contrainte des actionnaires, sous prétexte de la contrainte des propriétaires. C'est en partie vrai, mais je pense que les actionnaires et les propriétaires sont aussi conscients que une saison sans salarié, c'est la fin du chiffre d'affaires, donc c'est la fin du bénéfice à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision à moyen et long terme, et je pense que c'est aussi notre rôle d'éclairer d'une certaine forme de lumière nos amis entreprises et celles et ceux qui prennent des décisions dans ces organisations. C'est intéressant, quand je t'écoute, tu parlais d'apprentissage. Moi, je suis un pur produit de l'apprentissage. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, déjà, le métier de serveur ou le commis de salle, c'était un métier. Moi, je faisais des découpages. Donc, je veux dire, c'était un métier où il y avait des qualifications, il y avait une valorisation d'un savoir-faire, etc., qui aujourd'hui, malheureusement, par rapport au développement de la restauration, le métier de
de serveur n'est pas autant valorisé qu'avant. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que mes patrons d'apprentissage me disaient, écoute, si tu as ton CAP et que tu finis dans tel et tel niveau, eh bien, on t'envoie en Angleterre pour apprendre l'anglais, etc. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de motivant pour un jeune de 17 ans qui, justement, l'école n'était pas forcément le lieu où il s'éclatait le plus et que le fait d'être dans l'action, c'est là où il pouvait exprimer son potentiel, etc. Et je trouve que c'est super l'apprentissage et qu'il y a vraiment besoin qu'il soit valorisé. Ce que j'entends aussi par rapport au Québec, c'est marrant parce que à la fin de la journée, on n'a pas inventé grand-chose. Moi, une fois que j'ai eu mon apprentissage, je suis parti en Angleterre. Et je suis parti en Angleterre et il y avait plein d'étrangers comme moi qui venaient en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et on les accueillait parce que le personnel anglais, lui, ne voulait pas servir. Il ne voulait pas être forcément dans les hôtels. Il préférait les jobs de manager ou autres. Et que toute cette main-d'œuvre étrangère qui venait pour apprendre l'anglais était prête à être serveur, à être femme de ménage, ou quoi que ce soit, etc. On était accueillis. Je veux dire, il y avait un bain culturel. On a rencontré des gens du monde entier et c'était absolument fantastique. Et quand tu as 20 ans, de pouvoir être exposé à ce bain de culture, ça ne peut être que positif. Déjà, ça peut développer quand même un certain respect de l'autre. Et je crois qu'on en a besoin de respecter l'autre par rapport à ses différences, etc. Et je trouve que c'est une expérience extrêmement enrichissante. Et je te rejoins complètement. Si on pouvait encourager ça dans notre pays, ça serait fantastique parce que ça pourrait donner un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie à nos métiers. En parlant d'énergie, est-ce que tu penses que questionner nos impacts sur la planète, d'un aspect santé, sur l'humanité, etc., est source d'innovation pour faire évoluer le tourisme et ses offres? Écoute, j'en suis profondément convaincu. D'abord, je trouve que le mot innovation a été complètement dévoyé depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que si tu regardes vraiment, chaque territoire s'est voulu innovant en se disant on va inventer, on va faire appel au numérique, au digital. Pour moi, l'innovation, c'est pas du tout ça. J'ai écrit plein d'articles, des bouquins là-dessus. Vous pourrez les regarder d'ailleurs. Pour moi, une innovation, j'avais donné une petite définition dans un bouquin que j'avais écrit, c'est une invention qui trouve un marché. Et le marché, c'est quand même la validation d'un concept, parce qu'il y a des clients qui le valident. Et pour moi, une innovation, c'est pas le digital comme finalité, c'est au mieux le digital comme moyen, mais c'est surtout des services qui répondent à des aspirations profondes, sociales, sociétales, culturelles. Et je pense que c'est ça l'innovation pour moi. Et le tourisme doit être l'un des éléments accélérateurs des innovations sociales au regard de ce que je viens de te dire, mais aussi des innovations environnementale. Et je suis aujourd'hui profondément convaincu que le modèle touristique ne peut être que l'un des éléments révélateurs de cette tendance de fond, à la fois sur l'exigence d'une meilleure qualité des prestations, parce que il faut le dire, le tourisme de masse a été, je pense, un élément déstabilisateur d'un point de vue politique, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental. Donc une meilleure qualité des prestations, faire moins mais faire mieux, c'est-à-dire sortir de la culture quantitative. Tu sais, en France, on a toujours aimé dire on est la première destination mondiale, objectif 100 millions de visiteurs, pourquoi pas 200 millions, etc. Non, nous, ce qu'il faut, c'est être la meilleure destination en termes de qualité, c'est viser cette qualité. Et c'est ça, pour moi, l'élément central. Et donc, la question de l'environnement et de la durabilité, oui, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. Pourquoi pas imaginer d'abord un bilan carbone de la destination France? Pourquoi ça n'a jamais été fait, hein? Donc, c'est-à-dire encourager l'ensemble des acteurs à mesurer leur impact sur l'environnement en matière de gaz à effet de serre. Et donc, on a des petites études qui ont été publiées sur le sujet, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste à l'échelle du territoire, fixer des objectifs ambitieux et trouver les dispositifs pour arriver à la fois à une diminution, mais surtout à une meilleure répartition de nos activités touristiques à l'échelle du territoire. Je pense que l'un de nos mots principaux en France, c'est la concentration des pouvoirs à Paris. Moi, je suis un enfant de la province, j'ai grandi
J'avais des sabots tout crottés d'enfant bourguignon lorsque je suis monté à Paris pour faire mes études. Je parlais à peine français, on m'a cru à peine quand j'ai dit que j'avais quand même de l'eau à mon robinet, de l'électricité chez mes parents lorsque j'étais enfant. Le milieu parisien est toujours un peu méprisant pour qui arrive de sa province, mais je pense qu'il faut inverser cette tendance. On a tout fait par et autour de Paris. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a un équilibre de la politique d'aménagement du territoire à faire, de la politique d'aménagement du territoire touristique à imaginer, chose qu'on a complètement abandonnée depuis de nombreuses années. Et les dernières politiques d'aménagement du territoire, c'était la construction d'infrastructures, les autoroutes, les grandes cités balnéaires, les grandes stations de montagne. Ben, je pense qu'aujourd'hui, la politique d'aménagement du territoire, c'est tout autre chose. C'est aller dans le détail, les politiques d'isolation des logements, la politique d'aménagement en termes de mobilité douce à destination des destinations touristiques. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui, parce qu'on voit bien que les transports, comme l'hébergement, constituent les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et ont un impact majeur sur l'environnement, mais aussi, bien sûr, favoriser l'humanité, c'est-à-dire le contact avec les populations, les circuits courts, etc. Cette fameuse proximité qu'on a semblé redécouvrir pendant les confinements et dont je rappelle d'ailleurs que quand même c'est l'une des bases co-substantielles au tourisme. Le tourisme, on s'est gargarisé de la mondialisation alors que les clientèles étrangères qui viennent en France sont pour 80% d'entre elles depuis toujours des clientèles européennes, c'était la proximité internationale, et que la base de notre économie touristique, c'est quand même les clientèles françaises. Donc on s'est vu plus beau que nous étions, on s'est gargarisé de plein de choses, de mots miraculeux, la mondialisation, l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, la réelle innovation, c'est revenir aux fondamentaux, se dire que le tourisme, c'est d'abord de la proximité française-européenne, c'est aller vers plus de qualité et moins de quantité, et puis imaginer une nouvelle politique d'aménagement du territoire avec les questions dont je t'ai parlé, notamment l'hébergement et la mobilité. Quand je t'écoute par rapport à la politique d'aménagement du territoire, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre de Yann Arthus Bertrand sur, tu sais, comment ça s'appelle, la Convention collective, citoyenne pour le climat. Ouais. Et en lisant le livre, je me posais la question si une idée de faire une convention citoyenne pour le tourisme serait une idée plausible justement pour faire évoluer le tourisme, où on intègre les différentes parties prenantes. T'en penses quoi, toi? Ah bah écoute, moi j'ai trouvé passionnante l'aventure de la Convention citoyenne, mais j'ai été désolé de la non-application intégrale des mesures proposées dans la législation nationale. C'est-à-dire que les principales mesures qu'on attendait depuis très longtemps n'ont pas été traduites dans la règle française. Donc ça veut dire que pour entamer une convention citoyenne, il faut être à peu près certain que le pouvoir politique souhaite retranscrire dans la législation les principaux engagements. Si jamais il devait y avoir une convention citoyenne en matière de tourisme, moi je l'applaudirais dès demain et j'y participerai avec grand plaisir, pour deux raisons au moins. D'abord, la première, c'est que, si j'ai bien compris, le gouvernement en place a annoncé un plan de reconquête et de transformation du tourisme en novembre 2021, avec un objectif, faire de la France la première destination durable en 2030. Donc ça veut dire qu'on a un objectif, maintenant c'est une vision, maintenant il faut qu'on ait une stratégie collective pour y parvenir. Donc je pense que la Convention pourrait contribuer à cette stratégie. Et puis la deuxième raison, c'est pour mettre en œuvre une stratégie, il faut un plan d'action. Et le plan d'action, il va falloir y travailler ardemment avec les collectivités, avec les entreprises, avec les citoyens. Et quelle meilleure chambre de dialogue et de travail qu'une convention citoyenne, où chacune et chacun pourrait venir s'exprimer et partager. Et ensuite, il faudrait fixer comme objectif, à la fin de cette convention, d'abord les éléments stratégiques et ensuite un plan d'action pour y parvenir. Donc oui, bien entendu, mais avec la crainte, malheureusement, que toutes ces conventions, inutile de revenir sur les Grenelles qui se sont succédés depuis 20 ans, dont les résultats ont été parfois traduits dans la règle, c'est-à-dire dans la législation, mais au bout de quelques années, souviens-toi Sarkozy, qui à un moment a dit il y en a marre de ces écolos, ils commencent à nous ennuyer. Et encore, je crois que c'était en mots moins choisis et plus fleuris qui s'était exprimé. Mais est-ce que ça pourrait pas être fait au niveau territorial, par exemple?
Alors, c'est tout le paradoxe français, si tu veux. Le paradoxe français, c'est que tu as au moins deux échelles à considérer. La première échelle, c'est quand même l'échelle de l'État qui décide, et au-dessus, l'échelle supranationale, c'est l'Europe. Et je pense qu'il y a des initiatives à prendre en matière européenne, parce que tout le monde le sait, hein, l'Hexagone n'est qu'une petite parcelle de territoire dans un monde compliqué et vaste. Et puis la deuxième échelle, c'est l'échelle des territoires. Donc dans des pays européens, tu as les Länder en Allemagne, tu as les provinces, les régions autonomes en Espagne, les provinces en Italie et autres. Il faudrait confier, je pense, plus de compétences et plus de pouvoir aux régions notamment, pour que ces régions soient capables de décider d'un certain nombre d'actes et aussi de capacités d'investissement et de financement. Et donc ça, c'est un enjeu clairement posé, je crois, au-delà des questions purement environnementales, une question centrale, je pense, dans l'avenir de notre Cinquième République et de la vie et de la Constitution. Tu l'imagines comment, le tourisme de demain qui est en train de se faire aujourd'hui? Écoute, moi, d'abord, je suis profondément optimiste de nature. Tous les matins, je me lève en me disant c'est quand même formidable de regarder la beauté qui nous entoure. Il y a quand même donc j'ai toujours une vision optimiste des choses. J'ai une vision optimiste, mais souvent certains qui me connaissent bien pensent que je suis même d'humeur trop optimiste, c'est-à-dire je me lève de trop bonne humeur. Mais c'est tant mieux d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut imaginer de grandes et belles choses, me semble-t-il. Alors, si tu veux, le tourisme de demain, moi, je l'imagine selon au moins 3 angles différents. Le premier angle, je suis convaincu que le tourisme a un bel avenir devant lui, parce que découvrir l'altérité de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouveaux habitants, c'est consubstantiel à l'être humain. Donc de toute façon, la volonté de voyager, on le lit dans les récits depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc ça, c'est la première raison. La barrière des transports, des mobilités, la barrière des langues, ça n'existe pas, et quand on veut voyager, on le fait. Donc je crois que le côté positif, c'est qu'on est aujourd'hui dans une civilisation qui souhaite plus d'altérité, plus d'égalité, et si j'ose dire, plus de fraternité. J'aime bien ces termes, moi, c'est un peu grandiloquent, mais j'y crois beaucoup à la devise de la République, et je pense que ça éclaire aussi un peu la notion du voyage et du tourisme. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que moi, je suis un passionné de l'innovation, mais surtout de l'invention et de la technologie. Et j'ai confiance, moi, dans les moyens technologiques. Regarde, par exemple, les progrès qu'a fait l'aviation depuis 20 ans en termes de consommation par siège. J'ai beaucoup enseigné ce sujet-là. Il y a une réduction drastique. Donc, je suis convaincu aujourd'hui que les transports vont connaître un véritable bouleversement, à la fois en termes de consommation. Il suffit de regarder un peu l'hydrogène, l'électricité. Alors, il y a plein de progrès à faire, mais je suis certain aujourd'hui que ces questions-là, dans quelques années ou dans quelques décennies, seront résolues, et qu'on aura une capacité à la mobilité qui sera sans doute beaucoup plus respectueuse de l'environnement que ce qu'on a fait avec la consommation d'énergie primaire et fossile. Et fort heureusement, les stocks vont disparaître, donc il faudra bien de toute façon trouver autre chose comme moyen de carburation. Donc ça, la deuxième question, c'est celle de l'innovation technologique et de l'invention et du progrès technologique. Et puis le troisième sujet, c'est que après l'habitude individuelle et cette question de progrès technologique, c'est l'aspiration, si j'ose dire, et les évolutions sociales. On voit que aujourd'hui, il y a une grande majorité de la population mondiale qui n'a pas atteint un stade de développement suffisant pour avoir du temps libre des loisirs. Mais on voit que si on fait une petite projection démographique, fort heureusement, l'Afrique notamment va connaître encore une fois une urbanisation, un taux d'éducation de plus en plus élevé, donc on va voir arriver de plus en plus de consommateurs sur le marché. Et je pense que le mot consommateur n'est pas un gros mot s'il est bien traité, s'il est bien abordé. Et donc ça veut dire que je le vois tout à fait partagé.
Moi, je milite, par exemple, avec d'autres sur la question, par exemple, de la création d'un passeport du visiteur citoyen du monde, c'est-à-dire avec un engagement à partager, à moins consommer, mais mieux consommer, à donner de son temps, à éventuellement participer à des fonds de compensation d'émissions carbone, etc. Et pas simplement aller planter des arbres là où il ne faut pas, mais peut-être inventer d'autres systèmes. Donc, je suis convaincu, moi, aujourd'hui, pour répondre à ta question en quelques mots, que le tourisme a un bel avenir si on ne le considère pas simplement d'un point de vue quantitatif, peu importe le nombre de personnes qui voyageront, si on n'est plus à un taux de croissance moyen de 4% par an, comme le dit l'OMT depuis de 70 ans, ça n'est pas grave, mais je le vois beaucoup plus humain, beaucoup plus égalitaire, et puis je le vois beaucoup plus en quête de sens et de valeur. C'est surtout ça qui m'intéresse, et je crois que c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les territoires. Réfléchir aux valeurs que nous voulons partager, au sens que l'on veut partager également avec les visiteurs. Et je crois que c'est ça notre avenir commun. C'est vraiment beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus d'intelligence dans le fait de consommer du tourisme. Quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir? Oh, bah, ils sont nombreux, François, les points de vigilance. Mais par exemple, les deux, trois plus importants à ton avis, Bah, qu'il faut surtout pas éviter. le premier point de vigilance, d'abord, c'est ne pas se laisser berner par des questions calendaires en se disant demain ça ira mieux qu'aujourd'hui. On a toujours dit notre civilisation, il faut attendre qu'elle rentre dans le mur pour penser le changement. À un moment, il faut quand même regarder le mur qui approche et vouloir évoluer. Donc le premier point de vigilance, c'est se dire que c'est maintenant qu'il faut faire évoluer. Je pense que les évolutions sociétales dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le point d'accroche de la transformation du secteur. Voilà. Et je pense que la désaffection d'un certain nombre d'entreprises et d'emplois démontre qu'il y a l'attente et le besoin d'un nouveau discours, d'une nouvelle offre, de nouveaux services et de nouvelles valeurs. Si on ne le comprend pas collectivement, ben forcément ça ira moins bien, hein, et inscrit dans la durée. On verra si à moyen terme c'est le cas. Mais je pense que c'est le premier point de vigilance. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est accompagner cette transformation des organisations qui doit forcément non pas se calquer, mais accompagner également la transformation sociétale. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est dire que les collectivités, quelle que soit l'échelle, ont encore un pouvoir de décision. Et c'est dans le fond redonner du crédit aux politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, le point de vigilance, c'est que le politique n'a plus du tout de crédit vis-à-vis des citoyens. Ce matin, je venais ici, j'écoutais ma chaîne préférée, France Inter, et j'entendais quelqu'un qui dire, de toute façon, par exemple, l'élection présidentielle, aujourd'hui, on ne croit plus au discours parce que les candidats sont médiocres. Et je crois que c'est le deuxième point de vigilance, c'est sortir de cette médiocrité. C'est exiger plus de qualité. Moi, quand j'entends parler d'identité française et un discours raciste, rance, rabougri sur les valeurs du pétainisme, sincèrement, je trouve ça désolant. C'est-à-dire que le point de vigilance, c'est exiger une meilleure qualité du débat et c'est surtout sortir par le haut. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens se mobilisent là-dessus. Et je pense qu'on a un pouvoir, si j'ose dire, presque coercitif. Et donc ça, c'est le deuxième point de vigilance, c'est sanctionner le politique et exiger et retrouver une confiance dans le politique. Et puis le troisième point de vigilance, c'est aussi, c'est un point de vigilance économique, c'est exiger que les entreprises évoluent. C'est-à-dire que il y a possibilité de sanctionner des entreprises dont on suppose qu'elles ne répondent pas aux aspirations de la société. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité collective aussi de dire, d'appeler à des boycotts quand on n'est pas d'accord, etc. On voit dans l'histoire, ça a pu fonctionner, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est les 3 points de vigilance les plus importants, tu vois. Et je suis convaincu que, tu sais, il y a 60% des Français ou un peu plus, soit les 2 tiers qui partent en vacances. C'est quand même un lobby important, hein. Donc ça veut dire que il y a une intelligence collective dans ce pays. Il faut avoir conscience de ça.
souvent méprisé d'ailleurs par les politiques, qui considèrent que, comme le disait De Gaulle, les Français sont des veaux. Moi, je suis farouchement opposé à cette idée. Il y a une intelligence collective, il y a plein d'initiatives formidables sur les terrains, sur le terrain, sur les territoires, et c'est de là que viendra notre intelligence collective. C'est du terrain, et je pense que les politiques doivent suivre cette tendance, mais également les entreprises. Et je pense que on est au début un peu d'une inversion. Voilà, c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup pour ces paroles d'optimisme. J'aime beaucoup ce tourisme plus humanitaire, plus égalitaire, qui répond à une quête de sens, mais aussi qui a une exigence de qualité et non de quantité. Et je crois que ça, c'est important. Et quand on dit qualité, c'est pas juste qualité de produit, c'est aussi qualité de vie, qualité de santé, qualité d'environnement, qualité de relation aussi avec l'autre, etc. Donc vraiment, merci beaucoup Brice. Bonne continuation dans ton projet et j'espère à très bientôt. Eh ben, écoute, merci cher François. Et pour finir simplement, petite anecdote. Moi, il y a une dizaine d'années, j'avais été passionné par un article qui s'appelait le tourisme français ou le mythe du laquais de Julien Barnu, qui était chercheur à l'école des mines, et qui disait que dans le fond, les Français n'avaient pas le goût du tourisme parce que la notion de service en France était rattachée à la notion de servitude et d'asservissement. Et je pense qu'on a aujourd'hui, on opère une bascule, c'est-à-dire l'asservissement, on se rend compte que servir l'autre, partager ses expériences, c'est quand même formidable. Et ça n'est pas être rendu en esclavage, mais au contraire, c'est se libérer de ces chaînes. Voilà, donc c'est le dernier point dont je voulais vous parler, toi François et les personnes qui vont regarder ce podcast, c'est dire que il faut être optimiste, se dire que notre société a beaucoup de défauts, mais a plein de qualités, et que il va falloir que collectivement on sorte par le haut de ces crises qui sont des crises conjoncturelles, et que forcément, de toute façon, demain sera forcément un autre jour, et c'est à nous de l'imaginer collectivement. Merci beaucoup, Brice. Salut François. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec notre territoire pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.